Bonsoir à tous. Madame Labrougoubis, je suis directrice de l'établissement. Je suis très heureuse de vous accueillir, tous aussi nombreux, peut-être plus nombreux encore dans quelques minutes. C'est pour spoiler un peu les choses, hein. Pour cette soirée consacrée à tous les volets en fait des hépatites, parce que l'ensemble en fait des professionnels qui vont intervenir ce soir, de par leurs compétences, vous apporteront des points de vue très différents sur les hépatites. Donc effectivement, à la fois sur le versant du dépistage, sur le versant du traitement, sur le versant du suivi. Mais ce qui est aussi important dans cette présentation ce soir, c'est la dynamique territoriale. Donc là, on est à la troisième soirée organisée par l'UTEP. C'était un projet qui partait des initiatives déjà des services qui avaient déjà mis en place des programmes d'éducation thérapeutique, dont notamment sur l'hépatite, dont aussi sur le VIH, tous ces programmes que vous connaissez très bien. Et ça a pris effectivement une autre modalité, une autre organisation depuis bientôt 3 ans. Donc voilà, j'en profite pour remercier le docteur Rousseau et tous les professionnels qui ont contribué à sa structuration et qui l'accompagnent. Et ça nous permet donc d'organiser cette troisième soirée. Voilà. Donc je remercie aussi à tous nos partenaires présents, aux associations qui sont aussi avec nous, parce que c'est un peu, et ça fait partie de l'ADN et de la philosophie de l'UTEP, c'est de pouvoir travailler aussi avec tous nos partenaires. Et sans aller trop loin dans le propos, parce qu'après, Mme Rousseau va dire elle aussi merci, merci, merci. Et on ne veut pas vous prendre de temps sur le fond. Remercier les intervenants, néanmoins. Et puis, vous souhaitez surtout une très bonne soirée en termes d'information et de compréhension de ce sujet-là. Merci beaucoup à vous tous. Beaucoup, Madame la directrice, parce que sans vous, on ne pourrait pas organiser ces soirées qui sont un moteur pour maintenir un lien entre la vie et l'hôpital. Donc, merci beaucoup à vous. Merci aux intervenants d'être là. Nous avons vraiment beaucoup de chance de vous avoir et de bénéficier ce soir de vos connaissances et votre riche expérience. Donc, merci pour ça. Et bien sûr, merci pour toute l'équipe de l'UTEP d'être là et de m'avoir maintenu, enfin, d'avoir soutenu dans l'organisation de cette soirée. Donc, merci à vous. Voilà, moi, c'est tout ce que je vais dire pour l'instant. Après, je vais faire un petit peu de pratico-pratique. Au niveau de la conférence, donc, on a Madame Pont, Juliette, qui fait partie de l'association SOS Hépatite, qui a malheureusement le Covid, mais qui a tenu à faire son intervention en visio. Donc, on a quelqu'un en visio. Je ne sais pas si elle m'entend et si elle peut interagir. Oui, bonsoir. Je suis vraiment désolée de ne pas être avec vous. Ça m'aurait vraiment fait plaisir de vous rencontrer tous, mais voilà, je me sentais vraiment pas de faire 3 heures de voiture pour faire la présentation et rentrer ensuite. Mais c'est bien que je puisse la faire quand même à distance. Je suis contente. Merci. Ben, merci à vous, malgré la situation que vous puissiez intervenir. Donc, au niveau de la conférence, on va faire par partie. Donc, les questions, on donnera la parole au public en fonction des parties du programme. Donc, une fois qu'on aura fait l'hépatite C, je vous donnerai la parole, après l'hépatite B et puis après les conduites addictives. Donc, maintenant, je vais laisser la parole. Ah oui, et puis une chose n'est pas coutume, je vais vous demander de prendre vos téléphones portables parce qu'on va vous faire des petits jeux interactifs. Donc, voilà, vous pouvez les laisser sur silencieux, mais les garder à côté de vous. Donc, je vais laisser la parole, du coup, à Jean-Jacques Meurice, au docteur Meurice, pour sa présentation sur l'hépatite C. Bonsoir. Alors, je ne sais pas si on commence par la petite question, le petit QCM ou... Oui, est-ce qu'on commence parce pour commencer, il y a un petit QCM pour se mettre dans l'ambiance. L'hépatite C, bon, vous êtes jeunes tous, mais moi, j'ai vécu l'hépatite C. On ne connaissait pas l'hépatite C, c'est l'hépatite noire non B. Dans les années 80, on va dire, enfin, les années 1980. Et le virus était découvert en 1991. Non seulement a été découvert, mais maintenant on a des traitements, vous allez voir. Alors voilà, il faut répondre quelles sont les réponses exactes. Ah ben il y a déjà les... Ah, vrai aussi, quoi. Alors qu'est-ce que vous avez marqué? Faut en priorité.
Oh, le match est serré, hein. Je vous dirai les réponses après. Tout de suite? Ah bon, alors d'accord. Alors, la contamination sexuelle est faible. Elle est faible. Il y a eu bon, je vais être bref, hein. La contamination est surtout forte quand il y a une infection VIH associée, parce que ça augmente la virémie. Quand il y a des rapports sexuels traumatiques, la sodomie, ou lorsqu'il y a des MST associés. Mais sinon, ça passe très très mal. Et on ne peut pas considérer le virus C comme un virus sexuellement transmissible. Il ne fait pas partie des MST. VHC positive chez un patient ayant des transaminases élevées affirme l'infection par le VHC. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Vous avez un patient qui a des transaminases élevées, il a une sérologie VHC positive. Est-ce qu'on peut dire qu'il est infecté par le virus C? Un peu plus technique. On m'envoie tellement de patients avec des transaminases élevées avec des sérologies hépatite C. Donc, vous avez majoritairement répondu faux. Or, c'est faux. Effectivement, il ne faut pas que la sérologie ne suffit pas. Et on verra tout à l'heure dans mon topo. Les traitements anti-VHC actuels permettent d'obtenir une éradication virale dans plus de 95% des cas. Quand l'observance est bonne. C'est bien une intervention de pharmacien. Bon, alors effectivement, vous avez pratiquement tous répondu exact. La réponse est bonne. Rien à dire, hein. Ça marche très bien les traitements maintenant. On guérit tout le monde, quasiment. On en parlera tout à l'heure. Un patient ayant réussi un traitement d'éradication du VHC est protégé d'une nouvelle réinfection pendant quelques mois. Voilà, vous l'avez guéri, il a fait le traitement, est-ce qu'il est protégé pendant quelques mois? « 23. Alors, c'est faux. Il n'est pas protégé du tout. Il peut se réinfester dès le lendemain de la fin du traitement, quasiment. On va en parler. Donc là, on va repasser au Diaporama, ouais, je te diaporama. Alors, l'hépatite C, on va voir plusieurs chapitres. Le premier, c'est les modes de contamination et les populations à risque. Alors, la transmission parentérale est effectivement la transmission la plus représentative du virus C. Avant, c'était le sang, les produits dérivés du sang. Depuis la sérologie a été découverte en 1992, tout ça s'est testé et donc il n'y a plus de transfusion. Je dis ça, mais en fait, lorsqu'on a fait on a fait une enquête de prévalence c'était pas de prévalence, mais voir un petit peu sur l'hôpital. On faisait des sérologies hépatite C systématiques chez des gens qui arrivaient en consultation anesthésie. C'est une étude qu'on a faite sur 2 ans. Il y a eu 1332 sérologies prélevées. Il y avait une seule infection par l'hépatite C. Et ben, c'était un transfusé, mais il n'a pas été transfusé en France, c'était en Afrique. Et donc, voilà, il ne faut pas dire qu'il n'y en a plus. Il peut y en avoir dans d'autres pays. Et donc, ça, il faut l'avoir à l'esprit quand les gens viennent de l'étranger. La toxicomanie, les injections effectivement intraveineuses, eh ben, ça, c'est le gros problème. C'est le gros, je dirais le gros des gens infectés par le virus. C'est les gens usagers de drogue, qu'ils soient par voie intraveineuse, mais aussi le sniff. Le virus C est extrêmement résistant, il va rester sur les tables, etc., et sur le matériel, et les gens s'infectent comme ça par échange de matériel, ou du sniff, ou des injections intraveineuses, bien sûr. La transmission materno-fétale, oui, c'est 5%, c'est pas énorme par rapport à d'autres virus. Si par contre, il y a une co-infection, c'est toujours pareil, la co-infection augmente la virémie, la charge virale du virus C. Donc là, ça peut aller jusqu'à 20% si la personne n'est pas traitée pour le VIH. Donc, ça passe pas trop bien, on va dire. Et donc, actuellement, comme on a des traitements efficaces contre le virus C, on traite les femmes enceintes avant qu'elles soient enceintes, en fin de compte.
on essaie de faire des sérologies pendant l'examen prénuptial, etc. Vous avez l'hépatite C qui est dedans. Ça permet de détecter certaines personnes. Transmission sexuelle, alors c'est marrant parce que vous avez une expérience peut-être. C'est 5%, c'est pas plus. Les études qui ont été faites sur des couples sérodiscordants sur 12 ans, avec l'homme ou la femme positif et l'autre négatif, il n'y avait que 5% de contamination, et ça, c'était fait dans plusieurs études. Ça passe très mal sexuellement. C'est les rapports sexuels traumatiques, souvent, qui sont plus à même de faire passer le virus, ou alors des MST concomitantes. Si vous avez des ulcérations, eh ben, ça passe plus facilement, mais sinon, ça passe mal au niveau sexuel. La transmission nosocomiale, je l'ai marqué, mais ça a été le cas. Hein. Il ne faut pas dire qu'il n'y en a pas eu, mais maintenant, les mesures sont tellement drastiques, on va dire, que le virus C, maintenant, il n'y a plus de problème. J'ai pas mis, j'aurais pu en parler tout à l'heure, l'acupuncture, le tatouage, etc. Là aussi, si vous allez dans des boutiques bien en France, je pense qu'il n'y a pas trop de problème. Si vous allez en Afrique ou en Thaïlande ou je ne sais pas où, il peut y avoir, à mon avis, des soucis. Mais franchement, maintenant, ça fait beaucoup de progrès. Alors, il faut voir quand même que 10 à 20% des porteurs d'hépatite C n'ont aucun facteur de risque retrouvé. Donc, il y a quand même des... On ne sait pas trop comment ils l'ont attrapé. Et ça, après, les gens ne disent pas tout, hein, donc on ne sait pas trop. Mais voilà, il y a toujours eu dans ces enquêtes une part d'ombre, on va dire. Voilà. Alors, les populations à risque, c'est plus les transfusés maintenant, bien que, voilà, il faut être vigilant pour les gens qui viennent de l'étranger. Les usagers de drogue, ça reste d'actualité. C'est quand même le gros pourvoyeur d'hépatite C. Les migrants, eh bien, les migrants, ils viennent de pays où la prévalence du virus C est plus importante que chez nous. Ils ont aussi des expériences parfois d'usage de drogue. Hein. Ils ont eu des vies pas toujours faciles. Donc, voilà, ils sont plus à même. Il y en a plus. La prévalence du virus C chez les migrants est plus importante. Dans les prisons, c'est pareil. La prison, beaucoup de gens usagers de drogue sont en prison parce qu'ils ont justement un usage de drogue. Puis il y a aussi d'autres personnes qui viennent de l'étranger aussi. Donc là, les prisons, je dirais on en voit. Quand je suis arrivé à Bourg, moi, je fais des consultations à prison. On en voyait quand même beaucoup plus que maintenant. Je pense qu'il y a eu une prise de conscience D'abord, il y a une conduite qui fait que à l'arrivée, il y a une sérologie qui est faite systématiquement, pas que le C, hein, le B, le VIH. Et puis, il y a probablement une diminution parce qu'on les traite plus facilement. Il y a moins de contamination peut-être. Milieu psychiatrique, c'est étonnant, mais c'est la prévalence qui est plus importante. Alors pourquoi le virus C a sûrement un tropisme cérébral. On voit des dépressions liées au virus C. On voit des gens qui ont des conduites un peu atypiques. Le virus C n'est pas qu'une maladie hépatique, ça donne des maladies sur d'autres organes. On verra tout à l'heure, on verra où j'en parlerai. Mais je pense qu'il y a peut-être aussi quelque chose. Le virus C peut attaquer aussi l'état psychique des gens. En tout cas, c'est vrai qu'il y a à peu près 10 fois plus la séroprévalence du virus C qu'en milieu psychiatrique est 10 fois plus importante que dans la population générale. Alors, l'histoire naturelle du VHC, en fin de compte, quand vous attrapez le virus C, vous allez avoir une hépatite aiguë. Le problème de cette hépatite, elle est asymptomatique. Si vous n'en rendez pas compte, il n'y a rien, aucun signe. Quand vous avez cette hépatite, elle va guérir dans 20% des cas. C'est-à-dire que vous avez 20% de la population qui va fabriquer des anticorps, qui va éliminer le virus et il va donc ne pas avoir la maladie. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des anticorps, ils vont garder des anticorps, des témoins du contact avec le virus, mais la maladie, ils ne vont pas l'avoir. Ils l'ont guéri, la charge virale du virus C sera négative. Par contre, dans 80% des cas, ils vont garder le virus. C'est ça le problème du virus C, c'est que c'est une maladie asymptomatique et vous gardez dans 80% des cas le virus. Et quand vous le gardez plus de 6 mois, on parle d'hépatite chronique, et comme les gens sont asymptomatiques, ils les gardent pendant des mois, voire des années, et ils arrivent avec une hépatite qui est diagnostiquée comment? Des fois, vous faites un bilan de fatigue, vous faites le bilan hépatique, il est positif. Ils vont donner leur sang, hop, ils vont trouver le virus.
Et puis, parfois, c'est pour d'autres choses. Ils vont à l'hôpital parce qu'ils ont mal à la gorge, je ne sais pas quoi, ou une pyélonéphrite. On leur fait un bilan hépatique, tout qu'il est positif. C'est un diagnostic un peu fortuit, on va dire. Les manifestations extra-hépatiques sont très variées. En fait, le virus C, il va attaquer les vaisseaux, il donne des vascularites. Il ne donne pas donc que des hépatites. Il va atteindre les vaisseaux, il va pouvoir donner ce qu'on appelle des purpura, parce que ça va atteindre la paroi des vaisseaux, il va y avoir des petites hémorragies qui vont se produire, et des purpuras. Donc, il y a des cryoglobulinómies qui peuvent arriver. Il a un lymphotropisme, donc ça peut aller jusqu'au lymphome dans certains cas. Et j'ai vu, vous avez vu, on l'a dit tout à l'heure, qu'il y a un tropisme au niveau du cérébral avec la dépression. Il peut donner un syndrome sec. Enfin, un syndrome sec, c'est les gens qui ont plus de salive, qui ont des glandes salivaires qui s'assèchent. Oui, il donne plein de petites choses un peu diffuses. Et donc, il n'y a pas que les hépatologues qui voient le virus C. Il y a des internistes, il y a aussi des endocrinos, parce qu'il y a plus de diabète. Enfin, voilà, il y a plein de petites choses qui font qu'on diagnostique des hépatites chroniques. Cette hépatite chronique, qui passe souvent à l'as, eh bien, elle peut évoluer pendant des années et des années. Et parfois, eh bien, au bout de 20 à 30 ans, ça donne une cirrhose. Parce qu'en fin de compte, elle évolue à bas bruit, mais la maladie, le foie, petit à petit, il s'altère. Et on peut arriver à une cirrhose au bout de 20 à 30 ans. Et le problème, c'est que quand on a une cirrhose, ce n'est plus qu'une maladie infectieuse, on va dire. C'est une maladie infectieuse, mais également une maladie hépatique. Et là, vous avez toutes les complications des maladies hépatiques avec la cirrhose, qui peut se compliquer d'hypertension portale, d'insuffisance hépatocellulaire, d'hépatocarcinome, qui est le cancer du foie. Et on a bon nombre de patients qui sont venus au stade de cancer du foie, chez nous, parce que ils étaient passés pendant ces 20 à 30 ans silencieux et se retrouvent avec un cancer sans savoir qu'ils avaient les virus C depuis 30 ans. Et puis, bon, il peut y avoir un décès. Alors, vous voyez qu'au cours du temps, vous avez en abscisse le temps, 20 à 30 ans, la fibrose, eh bien, au fur et à mesure que le virus C va être en vous, il va provoquer dans le foie une fibrose qui va augmenter petit à petit. Et on peut quantifier cette fibrose. Vous voyez, F1, F0, il n'y en a pas du tout, F1, F2, F3 et F4. F4, c'est la cirrhose. Et vous voyez qu'au stade de cirrhose, vous avez après les complications. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a des facteurs d'activation, d'accélérateur de la fibrose. Les gens âgés, quand vous attrapez le virus C à 50 ans, eh bien, ça va aller plus vite, la maladie, que si vous l'attrapez à 10 ans ou à 20 ans. À 20 ans, 10 ans, il n'y en a pas beaucoup. Le sexe masculin, ça va plus vite que chez la femme. Et puis, alors ça, c'est des choses, bon, on n'y peut rien. Par contre, les trois autres, il y a l'alcool. L'alcool accélère. Si vous avez le virus C et si vous avez un alcoolisme chronique, la pente va être beaucoup plus raide. Et on peut arriver à une cirrhose en 15 ans, 20 ans, des fois même moins. Les co-infections, quand vous avez plusieurs virus, c'est plus grave que quand vous avez qu'un virus. Donc le VIH plus VHC plus VHB, je ne vais pas parler du Delta, donc tous ces virus, quand vous les avez, ça s'accélère. Et enfin, il y en a un qu'on sous-estime, c'est le surpoids. Le surpoids, c'est on en a parlé au poste ce matin, le surpoids, c'est probablement un gros pourvoyeur d'hépatite, c'est un pourvoyeur d'hépatite actuellement, mais un accélérateur de fibrose de façon importante. C'est exactement la toxicité de la graisse au niveau du foie est exactement celle de l'alcool. D'ailleurs, les anapathes qui analysent des foies d'alcooliques ou des foies de gens qui ont un surpoids, ils sont incapables de faire la différence entre l'alcool et le surpoids. Et ça donne des hépatites toxiques graves et ça accélère l'évolution vers la fibrose. Alors, comment on fait le diagnostic de virus d'hépatite C? Eh bien, la première chose, il faut faire une sérologie. Si vous faites la sérologie, c'est le dépistage. Cette sérologie, ça peut être une prise de sang, mais il y a d'autres techniques, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Il y a les buvars, il y a des TROD qui permettent de faire dosage, de détecter des anticorps. Si les anticorps sont négatifs, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. La personne n'est pas porteuse du virus. Par contre, si elle est positive, il faut absolument avoir une PCR. Parce que si la PCR est négative, le patient n'est pas porteur du virus. Donc, la PCR, c'est vraiment
quelque chose, on ne traitera pas un virus C si la PCR c'est la réaction en chaîne de la polymérase. Je ne sais pas si vous connaissez. Bon, voilà. Ça permet de chercher le virus lui-même. La sérologie, c'est les anticorps. La PCR, c'est le virus lui-même. Il faut rechercher le virus. On ne peut pas traiter quelqu'un si vous avez des anticorps. Je vous dis ça parce qu'on a un certain nombre de médecins qui nous adressent des sérologies, des anticorps. Les gens qui ont des hépatites peut-être, mais avec des anticorps positifs. Les anticorps, ça ne suffit pas. Ce n'est pas un virus C. Il faut faire la PCR pour voir si le virus est présent. Parce que s'il est présent, eh bien là, oui, on peut affirmer que l'infection. Alors, si vous avez un message, je l'ai mis en gros, hein, très gros, parce que, voilà, je ne veux plus voir de gens qui viennent sans PCR. Les PCR, c'est vraiment capital. D'accord? Si vous retenez que ça, c'est bien. Conduite à tenir. Alors, justement, qu'est-ce qu'on fait quand la PCR est positive? La première chose, alors, on va le dire tout à l'heure, mais ils ont élargi, tout le monde peut maintenant prescrire le traitement du virus C. Tout le monde. Le problème, c'est qu'il faut quand même voir un peu les antécédents du patient. Et s'il y a des comorbidités, c'est-à-dire si la personne a plusieurs virus, le B, le VIH, si elle a une insuffisance rénale, si elle a une insuffisance hépatique, si c'est un insuffisant cardiaque, eh bien, je crois qu'il faut nous l'adresser quand même. Vous ne pouvez pas, enfin, je pense que les généralistes, c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a pas mal de choses à voir derrière. Par contre, si la fibrose est modérée, alors comment, justement, quand vous avez la PCR du virus C, on a envie de savoir si la personne, elle est proche de F0, si elle a peu de fibrose, ou au contraire, si elle a beaucoup de fibrose. Où elle se situe dans l'histoire? Est-ce qu'elle est proche de la cirrhose ou est-ce qu'elle en est loin? Eh bien, ça, c'est la détermination de la fibrose. Avant, on était obligé de faire une ponction biopsie du foie. Moi, j'ai vécu l'époque où on faisait, à chaque fois qu'il y avait une hépatite C, une ponction biopsie du foie pour voir la fibrose, voir si c'était très loin, près de la cirrhose, ou au contraire, très précoce. Maintenant, on a la chance d'avoir des tests biologiques. Il y a le fibromètre et le fibrotest. Ce sont des tests biologiques très simples. Vous tapez fiche sur Google, fiche fibrotest ou fiche fibromètre, plouc, et sort. Vous la remplissez, vous faites une ordonnance fibromètre, fibrotest, et il va faire une prise de sang au labo, et vous allez avoir F0, F1, ils vont vous répondre F0, F1, F2, F3. Ils vont même vous donner un score. Je ne suis pas rentré dans les détails, mais le score, il est important parce que c'est à partir de ce score qu'on voit si la personne est F3, F4, donc avec une fibrose avancée, ou F0, F1, F2 avec une fibrose modérée. Et justement, la fibrose modérée, alors, c'est elle que les généralistes peuvent prendre en charge, on va dire. Et donc, cette fibrose, j'ai dit que ça pouvait être fait par un fibromètre ou un fibrotest. Ce sont des tests biologiques, mais vous avez aussi le fibroscan. Le fibroscan, il est très utile. C'est un moyen de détecter la fibrose qui n'est pas biologique. C'est important, par exemple, pour les gens un peu marginaux, toxicomanes, où on a fait des TROD, on a une sérologie positive, on a envie de savoir. Il faut les repiquer, il faut les renvoyer au labo pour faire un fibrotest, fibromètre. Le fibroscan, c'est un petit appareil comme un échographe. En fait, on vous envoie c'est un petit appareil qui envoie une onde de choc au niveau du foie et on mesure par échographie la vitesse de propagation de cette onde dans le foie. Plus il est dur, plus ça va vite. Donc, c'est un moyen indirect de diagnostiquer le taux de fibrose. Et le score de fibrose par le fibroscan est aussi fiable, si ce n'est plus, que par le fibromètre ou le fibrotest. Donc, c'est un moyen non biologique, sans prise de sang, d'évaluer la fibrose. Simplement, il faut avoir l'appareil. Voilà. Donc, si vous avez une fibrose modérée, eh bien, alors, si la fibrose n'est pas modérée, ben, vous la voyez en hépato. Et sinon, eh bien, vous pouvez traiter, vous êtes en droit de traiter. Et les généralistes, maintenant, peuvent traiter les virus C s'ils le veulent. Il y a 2 traitements reconnus, je les ai marqués là. Mavirette, alors c'est pas compliqué du tout, c'est 3 comprimés par jour, 8 semaines. On viendra, je pense, avec mes collègues après sur le traitement. Et Epclusa, là, c'est 1 comprimé par jour, 12 semaines. Et donc, vous voyez que si on regarde un petit peu, c'est l'évolution des traitements depuis 1990, date à laquelle on a découvert le virus, voir que l'interféron, on le faisait même un petit peu avant. L'interféron, c'était 5% de gens qui guérissaient avec l'interféron
Et vous voyez qu'au cours des années, depuis 2018, on a Mavyret et Epclusa, là, vous voyez qu'on arrive à plus de 98% de guérison. Et dans les 98%, ou dans les 2% qui n'ont pas répondu, vous avez tous les non-compliants. C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas bien pris leur traitement. Donc, ça veut dire qu'il n'y a quasiment pas d'échecs, mais ça existe, hein, il y a des échecs virologiques, mais ils sont très, très rares. Ce sont des médicaments extrêmement puissants qui marchent et qui sont bien tolérés. Donc, quelques choses sur le traitement. Vous voyez, le gouvernement a fait beaucoup de choses pour que le traitement du virus C soit donné très facilement. Exemple, les pharmacies de ville peuvent donner maintenant, vous pouvez prescrire et aller chercher votre traitement en pharmacie de ville. Je l'ai dit, tout médecin peut prescrire le VHC sous réserve quand même qu'il n'y ait pas de comorbidité, comme j'ai dit tout à l'heure, ou que la fibrose ne soit pas trop évoluée. Alors, on traite par le traitement, Mavyret, 8 semaines, ou Epclusa, 12 semaines. On sait que la personne est guérie en faisant un test 12 semaines après la fin du traitement. Là, on va faire une PCR du virus C. Pas une sérologie, une PCR. On cherche le virus. Et là, si le PCR est négative, on peut affirmer que la personne est guérie. Et là, c'est terminé. La personne est guérie, on ne la revoit plus si la fibrose est modérée, F0, F1, F2. S'il est F3, F4, on continue de les suivre quand même parce qu'il peut y avoir une maladie hépatique derrière. Les anticorps, vous voyez, ils restent présents plusieurs années, donc la sérologie reste positive, ça ne sert à rien. Donc, comme je l'ai dit après, ils sont non protecteurs, ces anticorps. C'est-à-dire qu'en fait, une personne qui a été infectée par le virus, qui a guéri, au moment où elle arrête le traitement, elle peut se réinfester en se re-shootant, etc. Il y en a des gens comme ça qui se réinfestent de façon itérative. Et ça, il faut bien leur faire comprendre que s'ils ne changent pas leur façon de vivre, leur facteur de risque, ils vont se recontaminer. Voilà. Et ça, c'est vraiment capital. Et ce n'est pas parce qu'on a eu un traitement qu'on est guéri et qu'on a des anticorps qu'on est protégé. Alors, s'il y a une fibrose F3, F4, nous, on continue de suivre les gens. Autant F0, F1, F2 qui sont guéris, on ne les revoit pas. Autant F3, F4, ils ont un suivi parce que la maladie hépatique peut évoluer. Alors, vous allez me dire, ben, pourquoi elle évolue puisqu'ils n'ont plus de virus? C'est vrai, vous avez raison. Mais il y a quand même le foie il y a une fibrose évoluée. Et la fibrose évoluée est un facteur de risque de cancer. La deuxième chose, et même pour les gens guéris, il faut leur dire, s'il continue de boire, hein, quelqu'un qui est F0, F1, F2, s'il continue l'alcoolisme, s'il a un surpoids et qu'il continue, il peut évoluer vers une fibrose avancée, vers une cirrhose, voire même vers un cancer. Et nous, on a un certain nombre de gens qui, quand on fait il y a eu des études dessus, on suivait les gens qui ont été guéris par le virus C. Mais un certain nombre qui ont évolué vers le cancer ou vers la cirrhose avec la décompensation, c'est-à-dire des complications de la cirrhose. Eh bien, quand on analysait ces gens-là, la plupart du temps, 3/4 des cas, c'était des surpoids. C'était le surpoids, ce n'était pas l'alcool, c'était le surpoids. Le surpoids est un facteur de risque d'évolutivité, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et s'il n'y a pas une prise en compte de surpoids, de l'alcool et des co-infections, la maladie va évoluer et c'est pas parce que vous aurez arrêté, bloqué, éradiqué le virus C que ça va s'arrêter, la fibrose et continue d'évoluer. Voilà, toute maladie hépatique peut évoluer après éradication du VHC si persistant du facteur toxique. Vous voyez, et ça, c'est vraiment très important. Ça, c'est peut-être notre rôle, nous aussi, mais aussi des généralistes, hein, de bien dire aux gens que voilà, il n'y a pas que le virus C, hein, mais à vous tous, parce que vous allez les voir, hein, il n'y a pas que le virus, il y a aussi tout le reste derrière. Et si on ne le traite pas, ben, la maladie va évoluer. En conclusion, une infection par le virus C, c'est une PCR positive. D'accord? On ne traitera jamais quelqu'un qui n'a pas de PCR positive. La deuxième chose, il faut évaluer la fibrose. Et ça, il y a des moyens. Fibromètre, fibrotest ou fibroscan. L'hépatite C est maintenant curable en 2024. Et ça, c'est incroyable. Il y a 10 ans, on n'aurait pas cru. Hein. Ça a été très, très rapide. Hein. Le traitement est simple, bien supporté et marche. Alors, le problème, maintenant, l'OMS même
dit bah, il faut éradiquer dans le monde le virus C puisqu'on a les moyens. Donc, il y a des projets 2000. En France, c'était 2025, l'année prochaine. C'était dit il y a 7-8 ans. On n'y sera pas. 2030, peut-être. Hein. Le problème, c'est comment aller vers ces populations à risque, qui sont souvent des marginaux, des migrants. Enfin, vous voyez, c'est pas toujours simple d'aller les chercher. Et c'est tout le problème du virus C maintenant. Le traiter, c'est pas le problème. Enfin, c'est peut-être un problème pour le suivi, parce que ces populations sont pas toujours simples à suivre. Et heureusement qu'on a l'équipe de TP derrière. Mais c'est aller les chercher surtout. Et comment faire, c'est pas si simple. Voilà, tout ce que j'avais à dire pour le virus. Je vais laisser la parole au docteur Toyon et à monsieur Stéphane Devers pour aborder le programme d'éducation thérapeutique. Bonsoir à tous et à toutes. Moi, je suis Stéphane Devers, je suis infirmier en éducation thérapeutique, coordinateur du programme, et ma collègue Stéphanie. Oui, ça marche. Vous m'entendez? Ouais. Donc, Stéphanie Toyon, je suis pharmacien. Voilà, il fait partie de l'équipe de TP. Et le docteur Maurice qui vient de faire son topo, qui est le médecin qui est formé en éducation thérapeutique et qui est le médecin du programme d'éducation thérapeutique. Donc, on va commencer aussi par le petit jeu. Alors, la définition de l'éducation thérapeutique du patient, pour ceux qui pourraient connaître ou pas. Donc là, vous avez multiples réponses possibles. Allez-y. Donc, il faut appuyer sur la couleur. Oui, avec un seul. Ça n'a pas fonctionné? Donc oui, l'éducation thérapeutique du patient, c'est de maintenir, voire améliorer la qualité de vie des patients. Donc la question suivante. On peut peut-être rebondir sur obtenir une meilleure observance au traitement, c'est vrai aussi, mais ce n'est pas l'objectif. C'est pas la définition. C'est pas la définition de l'éducation thérapeutique. C'est vrai que on va vouloir obtenir l'observance des patients, mais en abordant toutes les sphères de la vie du patient, que ce soit le côté social, le côté moral, sexuel, et la maladie également. Il n'y a pas de... Il n'y a rien à... Ouais. Voilà. Alors, Donc, à votre avis, le bilan éducatif partagé, qu'est-ce que c'est? Choix multiples. Choix multiples. C'est timide. Voilà, ça marche pas? Ça marchait pas? Ça marche pas. Bon. Ah. Faut être rapide. Voilà. Réfléchir vite. Donc voilà, toutes les réponses étaient donc dans le bilan éducatif partagé où on fait connaissance avec le patient, on aborde vraiment toute la sphère du patient, comme j'ai cité déjà, le social, la famille, des aidants. On va faire connaissance totalement avec le patient, partir du patient et l'accompagner dans la mise en place des traitements et des compréhensions de la maladie, entre autres. Zéro action directe en des interactions avec. Alors voilà, on en parlera plus tard dans la présentation, mais effectivement, on a des interactions avec les IPP, avec certains IPP, donc il va falloir adapter les traitements. Et puis avec les traitements contraceptifs, donc notamment les contraceptifs à base d'éthénylestradiol, on va avoir des contre-indications. Par contre, pour des patients qui sont toujours consommateurs d'alcool et de drogue, donc licite ou illicite, ça ne sera pas un frein au début du traitement.
Voilà. On va les accompagner On va les vers accompagner, la réduction mais des risques et voilà. voire vers le Vers service d'addictologie, mais nos confrères, mais ça ne sera pas un frein à l'instauration du traitement. Donc, pas d'interaction. AAD, Mavirette et Clusa, actuellement utilisés, ont une pardonnance de... on peut décaler la pardonnance, on peut décaler la prise en toute sécurité de combien de temps? S'il y a un oubli de prise, au bout de combien de temps on peut encore reprendre? Voilà. Donc, c'est des médicaments qui sont tellement puissants qu'ils ont cette possibilité de prise en décalage autorisé de 18 heures. Donc, quelqu'un qui le prendrait habituellement à 8 heures peut le prendre en cas où il s'aperçoit de l'oubli de prise le soir, voire même dans la nuit. Donc là, il va falloir monter les petits curseurs en fonction. Donc c'est par rapport à nos patients dans la vie réelle, ce qu'ils peuvent décrire comme effet secondaire du plus au moins. Voilà, faut remonter le petit curseur. Faut faire glisser, voilà, faut faire glisser. Voilà, pour mettre en numéro 1, celui que vous pensez être le plus fréquent. Numéro 2, 3, 4. C'est technique. C'est technique. Très technique. Donc voilà, dans la vraie vie, nos patients décrivent très fréquemment aucun effet secondaire. Ensuite, en deuxième effet secondaire qui va être décrit, ça va être la fatigue, mais qui ne va pas durer la totalité du traitement, que ce soit le traitement en 12 semaines ou en 8 semaines. Ça va être quelques jours, quelques semaines, mais pas la durée totale. Un peu de maux de tête peuvent être décrits, c'est dans les premiers jours, et les nausées, c'est très très peu fréquent. On a dû avoir 2 cas sur les derniers traitements. Je peux pas mettre le verre. Si, c'est bon. Si, c'est tout bon. C'était lequel, celui-là? On va voir si vous avez écouté la première partie. On attend 100% de bonnes réponses. Voilà, Bravo. donc, Bon, ben, bravo, vous avez bien écouté. vous avez bien suivi le topo de M. Meurice juste avant. La dernière, on ne va pas la mettre de petites questions. C'était. Oui, tu peux la passer. Si? Ah bah si vous voulez, Allez. donc réponse libre, c'était voilà, à votre avis, quelle note globale moyenne nous ont donné les patients dans les enquêtes qualité et, Sur le programme d'éducation. sur le programme d'éducation thérapeutique, oui. Sur leur sur 10, sur 10, sur 10. entre 0 et 10, c'est vrai que je n'ai pas noté. Entre 0 et 10. C'est pas 10. Donc voilà, c'était 8 sur 10. On vous parle d'une petite étude qui a été faite dans le topo. Donc, pour en revenir justement sur notre présentation de l'ETP, on va parler un peu du contexte de l'ETP dans la prise en charge des patients infectés par l'hépatite C. Notre programme. Et donc, en fait, dans les recommandations de l'HAS, ça va vraiment être que l'éducation thérapeutique du patient vise à aider les patients à acquérir ou maintenir les compétences dans le but, comme on l'a dit dans la définition, de les aider à maintenir et améliorer leur qualité de vie. En prenant, on le verra avec le bilan éducatif partagé, toutes les sphères des patients. Donc, celle-là, donc de slide, on s'est présenté. Donc, Ça, c'est fait.
le contexte, donc la recommandation de la HAS. Il y a également dans le contexte au niveau de l'AFEF, donc qui est l'Association française pour l'étude du foie, qui dans ses recommandations explique que l'éducation thérapeutique doit être proposée à tous les patients et adaptée à leur profil quand les patients sont atteints d'hépatite C. On a vraiment dans les recommandations le fait que tout patient qui est dépisté hépatite C avec une charge virale active doit être proposé au moins une séance d'éducation thérapeutique, avec également dans la slide suivante le fait que les patients vont en profiter et qu'il va falloir non, Suivant. oui, voilà. Les patients donc doit leur être proposé une séance d'éducation thérapeutique au minimum. Les traitements se sont simplifiés, mais on se rend compte par des études que l'accompagnement est toujours utile, justement pour obtenir cette observance, et également par le fait de comprendre la maladie. Les gens vont comprendre leur pathologie, vont faire le lien aussi avec l'objectif de la guérison, que l'on peut obtenir, vous l'avez vu dans le topo de M. Meurice, à plus de 95%. Donc il y a vraiment cet objectif, et les gens vont pouvoir faire leur lien également avec ce que l'on va leur expliquer aussi dans certaines séances sur la réduction des risques, de faire attention. On a évoqué l'alcool, l'usage de produits, d'accompagner aussi les patients vers les services d'addictologie, et on a vraiment un accompagnement dans une population socio-économique, migrante, même au sein de l'unité sanitaire en milieu pénitentiaire, où on intervient également et où on propose le programme d'éducation thérapeutique, puisque maintenant, comme vous l'avez vu dans le topo précédent, les files actives des médecins, des patients connus s'épuisent, et on va rechercher de nouveaux patients, puisqu'on sait qu'il y a des personnes infectées qui ne se savent pas malades. Donc, une petite slide qui montre, alors ça c'est en 2023, la provenance de nos patients. Donc, vous voyez que la moitié viennent de nos spécialistes en interne. Une autre partie vient de l'unité sanitaire en milieu pénitentiaire, donc, où Stéphanie est également pharmacienne et où on propose également le programme, puisqu'il y a des dépistages qui est fait à l'entrée, qui est reproposé durant le séjour des personnes. Et on a un pourcentage également du centre de santé publique lors de leur dépistage des patients qui vont être dépistés. Donc ça c'est en 2023, mais en sachant que depuis 2016, on a accompagné des patients de la clinique Convert avec le docteur Broyer qui, avant son départ en retraite, a suivi toute sa file active et on l'a accompagné, des médecins spécialistes d'Ambérieux qui nous adressaient leurs patients. On a même eu le cas d'un spécialiste de Marseille où la personne vivait dans la région, donc on a accompagné sur le traitement. Là, actuellement, la file active se restreint un petit peu plus au CHB, mais le programme d'éducation thérapeutique est ouvert à tout patient porteur d'une hépatite C, qu'il soit suivi par un médecin spécialiste de l'hôpital ou par un médecin généraliste ou tout autre spécialiste. Le programme est vraiment ouvert à tout public porteur de la maladie. Donc voilà, qui oriente, comment fonctionne le programme d'éducation thérapeutique, et on va vous développer 2 petites séances sur celles que l'on peut faire. Donc 2 filières qui ont déjà été évoquées, c'est-à-dire de la fibrose 0 à la fibrose 2, tout médecin peut prescrire les antiviraux à action directe et nous adresser le patient directement. Fibrose 3 et 4, c'est forcément un spécialiste qui va être prescripteur et suivi, et on peut également nous adresser tous les patients, que ce soit un spécialiste donc de l'hôpital, du CHB ou d'autres structures. Donc, comment l'équipe d'éducation thérapeutique rentre en contact avec le patient suite à la demande du médecin qui adresse. On va faire une première rencontre, en fait, qui est deux séances en éducation thérapeutique du patient. C'est-à-dire, on va faire le bilan éducatif partagé, on détaillera un petit peu ce que c'est, et vous l'avez vu dans les questions, et on va l'associer avec la séance sur le traitement, puisque les patients nous sont adressés principalement en vue de mettre en place le traitement. Et on a fait le choix de faire une rétrocession au choix des patients, puisque depuis 2019, les patients peuvent obtenir les traitements aussi en officine de ville, ce qui n'était pas le cas avant. Les patients devaient forcément aller dans une officine, en PUI hospitalière pour avoir le traitement, mais on a gardé cette proposition en plus-value
pour offrir aux patients, puisque des études ont montré que des patients ont l'ordonnance, mais ne vont pas jusque même à la pharmacie, où vont avoir la première boîte de traitement et ne vont pas aller au-delà. Il y a un des deux laboratoires fabricants qui a fait des études qui le montrent. Nous, on a fait cette offre pour que les gens se disent, ben, je viens à l'éducation thérapeutique, parce que ce n'est pas obligatoire, c'est une proposition. Les gens acceptent de rentrer dans l'éducation thérapeutique, ils n'ont pas d'obligation. Donc, avec la rétrocession, la délivrance, ben, ils se disent, je ne vais pas chez mon pharmacien. On a 2-3 patients sur la totalité de nos patients qui ont préféré aller en officine de ville et ont accepté de revenir nous voir en séance d'éducation thérapeutique. Mais voilà, c'est une plus-value que l'on offre. Ensuite, on va donc. Alors, la séance téléphonique, elle est moins faite maintenant. Elle était beaucoup sur l'observance et la tolérance des traitements. Vous l'avez entendu, ils se sont simplifiés. Donc, on la garde pour des patients qu'on va sentir plus fragiles, plus en difficulté peut-être au niveau observance, ou qui étaient inquiets d'une mauvaise tolérance du traitement lors de notre première rencontre avec le bilan éducatif partagé. Et donc, on le fait moins maintenant, c'est moins systématisé. Et ensuite, on va donc proposer différentes séances sur la réduction des risques, moi et l'hépatite C, sans hépatite C après, la NASH moins souvent. Également sur le suivi post-traitement dans les cas de fibrose 3 et 4, où on apprend aux patients le fait qu'ils auront à faire échographie, bilan sanguin tout au long de leur vie et la réduction des risques. Donc, le bilan éducatif partagé, comme vous l'avez vu un petit peu dans le CAOUT, c'est un moyen de faire connaissance avec le patient. On va vraiment aller sur toutes les sphères. On vous montrera 2 documents qu'on peut utiliser et ça va nous permettre d'adapter la prise en charge à chaque patient, puisque un patient qui n'aura pas de soutien, qui va vivre dans la rue, on a déjà eu le cas, on va réadapter la prise en charge. On a donc en document pour faire un petit peu toutes les sphères. Voilà, ça c'est l'étoile des 5 santé, où on reprend donc la vie affective, la vie sociale, la vie psychologique, la vie sexuelle. On reprend les 5 composantes. Et on a également le baromètre santé qui reprend également, mais c'est plutôt sous forme de smiley. L'étoile, les gens vont mettre un petit peu comme un curseur. Et là, sous forme de smiley, ils vont pouvoir dire de manière globale comment ils se sentent dans leur santé. Et ensuite, sur chaque thème, ce qui permet d'ouvrir la discussion et d'aborder les éléments sur chacun des thèmes. Et pour revenir sur le bilan éducatif partagé, c'est vrai que parfois on peut avoir des patients, notamment actuellement, qui vont être beaucoup plus dans la précarité et on fonctionne avec que ce soit Saliba ou même le CSP, où ils ont eu par exemple un patient qui était migrant, vivait sous tente, et les collègues du CSP, ils venaient toutes les semaines récupérer sa boîte de traitement. On avait convenu avec lui pour pouvoir avoir une semaine de traitement, puisqu'il connaissait le centre de santé publique, et ça lui permettait d'accéder, d'avoir le traitement sans risque de vol ou de perte, puisque le coût financier est quand même assez important des traitements, même encore actuellement. Donc, dans la même séance, en fait, bilan partagé, on en profite pour faire tout de suite la séance non traitement, puisque comme Stéphane vous l'a dit, on propose au patient de lui fournir son traitement. On a l'ordonnance qui nous est transmise également par le médecin prescripteur, par le docteur Meurice ou les autres médecins du centre hospitalier. Donc, dans cette séance non traitement, en fait, on va aborder les inquiétudes que le patient peut avoir avec un début de traitement. Donc, comme tous les entretiens, on va essayer d'échanger avec lui par des questions ouvertes, en reformulant en fait ses inquiétudes ou ses questions, toujours dans l'empathie et le non-jugement. Et on va évaluer la connaissance du patient sur les traitements, sur la maladie, ce qu'il en sait, ce qu'on a pu lui dire, de par des personnes qui ont déjà été traitées ou qui ont eu d'anciens traitements, ou ce qu'il a pu lire sur Internet. Voilà, et donc en fait, l'objectif, c'est vraiment d'adapter la prise en charge, d'accompagner le patient sur une prise en charge vraiment individualisée. Donc, dans cette séance, on aborde les bonnes pratiques médicamenteuses. On revient avec le patient sur les modalités de prise. Est-ce que le traitement se prend avec ou sans nourriture? On insiste sur les horaires de prise pour qu'il y ait le moins d'oubli possible, puisque c'est quand même grâce à une prise très régulière que le traitement, qu'on va arriver à la guérison. On intervient également sur les conduites à tenir en cas d'oubli de prise, comme vous disait Stéphane. On explique aux patients la pardonnance du traitement, jusqu'à quand il peut reprendre un comprimé, à partir de quand il ne faut plus qu'il reprenne un comprimé, qu'il ne double pas la dose.
On intervient on lui parle des effets indésirables. En fait, on l'informe pour pas que le patient soit surpris et qu'il arrête son traitement. C'est l'objectif. Donc, on lui explique qu'en cas de fatigue, il peut adapter son activité. En général, la fatigue, elle est quand même assez limitée. On a eu une fois un cas où on a dû demander une prescription d'arrêt de travail pour une patiente qui avait énormément de déplacements en voiture et qui était fatiguée, vraiment fatiguée. Et c'était les traitements encore précédents qui se C'était- faisaient jusqu'à 6 mois, ce qui n'est plus le cas actuellement. Voilà. Sur les maux de tête, les céphalées, on rassure le patient en disant qu'il peut prendre du paracétamol, 3 grammes par jour, 4 grammes par jour, sans problème. Voilà. Sur les interactions médicamenteuses, là, on insiste quand même beaucoup, en fait, et on va vérifier avec le patient c'est la gestion de ses coprescriptions. Donc, même si le médecin, normalement, fait déjà étudie déjà les interactions médicamenteuses, mais donc, le patient ne dit pas tout au médecin non plus. En Oui. général, soit il a Le petit somnifère. voilà, le petit somnifère qu'il prend en plus ou l'automédication qu'il va faire. Donc, on s'aide de toute façon de sites professionnels comme Vidal ou F-Drug Interaction du site de Liverpool, donc, qui sont des sites assez simples et bien construits. Donc, on donne des conseils de prudence. Donc, concernant l'automédication, sur, par exemple, tous les traitements qu'on peut trouver en pharmacie, en vente libre, comme les pansements gastriques, qu'on va lui conseiller de prendre à distance de ces traitements, puisque sinon, ça diminue l'efficacité, comme tout ce qu'il peut commander sur Internet en vitamines et autres protéines en tout genre. On ne connaît pas complètement en fait les compositions. Donc, s'il le peut, en fait, on lui recommande de suspendre en fait ces traitements pendant les 8 à 12 semaines de traitement, ces médicaments. Concernant l'alimentation également, tout ce qui est connu, pamplemousse, ail réglisse, qui sont des inhibiteurs enzymatiques, la phytothérapie avec le millepertuis, donc c'est des patients qui prennent des infusions de millepertuis, donc on va leur recommander de suspendre en fait la prise pendant la durée du traitement. Et puis comme on a aussi beaucoup d'usagers de substances, il faut savoir aussi que les gros consommateurs de cannabis peuvent avoir des impacts sur les traitements, comme les consommateurs d'alcool et tabac, puisque c'est des inducteurs enzymatiques, donc ça peut réduire l'activité des médicaments. Après, sur les autres traitements, sur les traitements psychiatriques, comme on a beaucoup de patients actuellement conçus avec des comorbidités psychiatriques, il faut savoir qu'on a peu d'interactions. En fait, tous les médicaments que ce soit les antipsychotiques, les antidépresseurs, les anxiolytiques, il n'y a pas d'interaction. Les MSO, méthadone, buprenorphine, il n'y a pas d'interaction. Donc, on peut traiter les patients. Aucune interaction aussi, comme on l'a vu avec les différentes drogues, c'est-à-dire quelqu'un qui consommerait encore cocaïne, amphétamine, cannabis, on peut suivre un traitement. Il n'y a pas de contre-indication. Les seules choses à savoir éventuellement, c'est avec les anticonvulsivants, avec la carbamazépine, qui a une indication dans les troubles bipolaires, où là, on a une contre-indication avec le Mavirette. Voilà. Et puis pour les médicaments somatiques, on a là plus d'interactions quand même. Alors, on l'a vu avec les IPP, avec les statines, avec les contraceptifs oraux. Avec les antirétroviraux aussi. Donc, on s'en réfère toujours aux infectiologues et on va choisir les traitements les plus adaptés. Voilà, les anticoagulants aussi, il faut faire attention. Avec le dabigatran, le Pradaxa, contre-indiqué avec le Mavirette. Les AVK, c'est OK, mais en fait, avec l'amélioration de l'état du foie, il faut toujours recontrôler l'INR. Voilà. Et puis, avec les antalgiques, en général, on n'a pas d'interaction médicamenteuse, donc tramadol, morphine, etc. Il n'y a pas de problématique particulière. Ça, c'est une liste non exhaustive parce que le contrôle, de toute façon, voilà, il se fait automatiquement. Et puis, on n'oublie pas, à chaque fois qu'on revoit le patient, quand même de l'interroger si au cours du traitement, il n'a pas été amené à revoir son médecin traitant. Et en fait, on lui dit de bien informer son médecin traitant, en fait, qu'il est sous traitement, si ce n'est pas le médecin traitant qui a induit le traitement. Voilà, pour que au cours d'introduction d'autres médicaments, le médecin traitant puisse aussi faire cette recherche d'interaction médicamenteuse. Voilà. Ensuite, on remet une fiche au patient qui synthétise un peu tout ce qu'on lui a dit, les messages principaux, les messages clés à la fin de la séance. On lui remet aussi un calendrier où on a indiqué
le début du traitement, là où donc on lui remet sa boîte, son traitement, via la rétrocession hospitalière. On choisit avec lui sa date de début de traitement. Il n'y a pas d'urgence à traiter. Voilà, c'est en fonction aussi de ses choix, de ses possibilités. Voilà. Beaucoup de gens vont partir en disant je commence dès ce midi, dès ce soir, mais certains vont se dire bah, j'attaque lundi ou on est au mois de décembre, bah, je vais attaquer en début d'année, je vais passer les fêtes tranquillement. Voilà. Voilà, on s'adapte aux patients. Voilà. Et on suit avec lui en fait la date où il doit venir chercher sa deuxième boîte de traitement, sa troisième boîte éventuellement. Voilà. Et on note aussi les prises la prise de sang, qui sera faite les dates de bilan sanguin. 12 semaines après la fin du traitement. Voilà. Et de temps en temps, on aime bien quand même avoir une prise de sang à 14 jours, alors qu'elle est plus préconisée actuellement. Mais on aime bien notamment chez les patients qui sont précaires, même pour tous les patients, parce qu'en fait, on voit dès 14 jours en fait, un effondrement de la charge virale dans la plupart des cas. Enfin, c'est assez spectaculaire. Et en fait, c'est très motivant pour le patient. Donc, pour nous, c'est un très, très bon outil en éducation thérapeutique pour vraiment motiver pour les patients. Ouais. Et pour l'observance, etc. Voilà. Par contre, elle n'est pas maintenue pour des patients qui sont avec un capital veineux très, très faible, ce qui peut arriver de temps en temps. Où là, il n'y a que le bilan pré et le bilan à 12 semaines après. Après la fin du traitement. Voilà, le calendrier peut servir aussi aux patients pour noter ses prises et pour s'aider dans l'observance. Et puis, on remet également pour l'Epclusac, qui est une forme vrac, en fait, on peut remettre un semainier au patient s'il le souhaite, et ce qui n'est pas utile pour le Maviret, puisque c'est vrai qu'ils ont fait un très bon packaging, en fait, où on a des boîtes avec 4 semaines de traitement, enfin, c'est les poupées russes. Dans la grande boîte, il y a 4 petites boîtes qui sont chacun une semaine de traitement, et à l'intérieur de la petite boîte de semaines de traitement, on a les 7 jours sous blister qui correspondent à la prise de médicaments. Donc, en fait, voilà, le patient, il peut même prendre qu'une seule boîte de 7 jours et laisser le reste de son traitement au CSP, par exemple. Voilà. Et on remet donc le premier traitement lors de la séance. Et pour la deuxième boîte ou troisième boîte, c'est vraiment au choix du patient d'aller soit en officine de ville prendre son traitement, soit revenir vers nous à la prochaine séance d'éducation pour prendre son autre boîte. Alors, on vous en a parlé dans le petit quiz tout à l'heure. Ça, c'est un travail qu'on a fait de présentation à un congrès de pharmacie où on avait interrogé les patients pour qu'ils évaluent l'intérêt de notre programme d'éducation dans l'amélioration de la gestion de leur traitement et de la maladie. On a interrogé les patients qui avaient suivi le programme entre le 1er mai 2014 et le 1er mai 2019, donc sur 5 ans. Donc, il y avait 130 patients concernés, 71 ont répondu. Et du coup, en résumé, donc sur l'intérêt qu'a apporté le programme d'éducation sur la compréhension de leur traitement, sur l'amélioration de la compliance, sur la gestion de leurs émotions et du stress, traitement, sur comprendre la maladie, comprendre le mode de transmission, gérer les effets indésirables, on voit qu'on a des résultats où ils étaient d'accord et tout à fait d'accord à plus de 70% pour le fait que le programme ETP avait un intérêt sur tous ces items. Voilà. Et si on regarde en fait l'évolution de la prise en charge et l'évolution de nos patients, en fait, on voit qu'en 2016, dans notre programme, on avait pris en charge un peu plus de 20 patients, mais c'était l'époque où effectivement tous les patients n'avaient pas accès au traitement. C'était les patients les plus avancés dans la maladie en stade F2 sévère, F3, F4. Voilà. Et en 2017, quand l'ouverture des traitements s'est faite à tous les stades aux patients à tout stade de fibrose, là, on avait une attente des patientes qui était très, très importante, une file active en attente aussi. Donc là, on a pu prendre en charge tous les patients. Donc, on avait eu à peu près 50 patients cette année 2017. Donc, entre 30 et 40 patients au cours des années 2018-2019, parce que on avait encore pas mal de patients à traiter, etc. Puis, au fur et à mesure, comme la plupart des traitements, quasiment 99% des patients guérissent. En fait, on a eu une évolution du profil des patients dans les années suivantes, donc 2019-2020. Malgré la Covid, on a quand même continué à prendre en charge en ETP les patients. Et du coup, 2020-2021, là, on oriente vraiment vers des patients qui sont plutôt loin du soin, qui ne sont pas forcément connus, qu'on va aller dépister
Plus fragile. Voilà, plus fragiles, qui viennent soit au CSP, soit Hospitalisé. on va dépister au centre pénitentiaire. Ouais, voilà. Donc, du coup, toujours quand même une file active de patients qui est autour d'une vingtaine de patients par an. On a vraiment épuisé la file active des patients classiques des médecins, en fait. Voilà. Avec la guérison, forcément. Maintenant, c'est d'aller chercher les patients. Les patients voilà, qui n'ont pas un intérêt, eux, immédiat à se faire soigner ou qui ne se savent pas malades. Voilà. Donc, et on voit qu'au niveau des objectifs qui étaient attendus, l'OMS avait préconisé une élimination de l'hépatite C pour 2030. Au niveau français, le ministre à l'époque avait lui été plus optimiste et avait comme objectif une éradication pour 2025. Donc, c'est demain. Donc, ça ne sera pas le cas parce qu'on a toujours des patients qui se présentent et qui sont atteints d'hépatite C. Mais on voit que, en fait, malgré l'évolution dans la prise en charge qui est quand même qui est très simplifiée, hein, des traitements hyper efficaces, très simples, peu d'effets secondaires. Certes, il y a ça d'un côté, mais d'un autre côté, en fait, on prend en charge aujourd'hui des patients qui sont quand même plus lourds, en fait, qui ont besoin d'accompagnement. Ils prennent peut-être plus de temps aussi, plus de séances. C'est ça. Et du coup, le maintien du programme, il se justifie vraiment par un ressenti, on l'a vu, qui était positif pour les patients sur la compréhension de la maladie. On le voit encore aujourd'hui. Hein, c'est un ressenti toujours des patients actuellement sur leur aide au maintien du traitement à l'observance et puis sur la gestion des effets secondaires. Voilà. Donc, c'est vrai que maintenant, avec la réussite virologique soutenue, donc la guérison, qui, on l'a dit, est au-delà de 95%, pour les patients, donc d'atteindre la guérison, c'est vraiment d'aller, on l'a dit plusieurs fois, faire connaître le programme en fait via des parcours de soins organisés avec d'autres structures pour justement s'insérer dans un réseau. Donc on a eu, M. Meurice l'a un petit peu évoqué en 2020-2021 où on avait fait en lien avec la consultation d'anesthésie, nos collègues de la consultation externe pour les bilans sanguins, un parcours avec des messages pour amener les personnes qui venaient en consultation externe d'anesthésie à faire un dépistage qui n'a pas donné grand-chose, Monsieur Meurice vous l'a dit, il y avait eu 3. Voilà. Donc, voilà. Donc en fait, donc c'est pour ça qu'on a interrompu en 2021, puisque ça n'avait pas donné On n'avait quand même pas été aidé parce qu'on avait commencé Oui. notre travail en janvier 2019 et donc c'était pour les patients qui avaient une chirurgie programmée quand même, donc il y avait une consultation pré-anesthésie et d'anesthésie. Et du coup, un mois après, en fait, les blocs ont été fermés, etc. Donc notre travail était un peu interrompu, mais on a pu le reprendre et quand même avoir un nombre de patients, plus de 1000 patients. Ouais. Et donc ensuite en 2022, on s'est orienté avec le docteur Bourg-Adrien, qui est donc le médecin-chef somatique au niveau du CPA. On a rencontré, on a même fait une soirée où on a présenté le programme d'éducation thérapeutique, où ils se sont, voilà, eux aussi, pour aller vers le dépistage, puisqu'il y a une forte prévalence, Monsieur Meurice vous l'a dit, au niveau de la population psychiatrique, donc où ils ont un petit peu repensé leur questionnaire pour que tous les médecins somatiques puissent orienter vers la proposition de dépistage en fonction de questions et de critères. En 2023, et donc là c'est encore en cours, on a toujours avec le docteur Bourg, mais là plutôt en lien avec les CMP, puisque on s'est rendu compte justement lors de cette rencontre avec les médecins du CPA que une forte population, en fait la plus grosse partie de leur population psychiatrique est prise en charge en dehors du CPA, en dehors de l'hospitalisation et donc en CMP. Donc on est en train de créer un lien. On a rencontré déjà des équipes de différents CMP du département pour justement que eux vont mettre en place des propositions de dépistage sous forme de TROS, sous forme du laboratoire qui est juste en face d'un des CMP où ils accompagnent leurs patients, où nous on irait s'inclure voilà, pour faire l'éducation thérapeutique des patients qui seraient dépistés. Donc ça c'est en cours de processus. On a également fait une rencontre où on a discuté et présenté notre travail et notre équipe.
Donc, autre projet, en fait, à l'unité du centre pénitentiaire, en fait, il y a un dépistage. Chaque détenu entrant a une consultation généraliste où on lui propose un dépistage des différentes des hépatites VIH, VHC, VHB. Et en fait, on veut pouvoir poursuivre ce travail avec l'aide de l'infirmière de prévention et coordinatrice de l'association ADEC présente ce soir, Françoise, du coup missionnée par l'ARS pour réaliser du dépistage et de la prévention en milieu carcéral, donc en utilisant des TROD, en allant en bâtiment en fait et en proposant aux détenus qui le souhaitent de se faire dépister donc grâce au TROD, c'est-à-dire avec des tests rapides, et puis pour les patients qui ont aussi un capital veineux qui est quand même restreint, en fait, c'est de pouvoir faire cette première approche par les TROD. Et en projet également, donc là pour l'année à venir, 2025, c'est, vous l'avez compris, élimination de l'hépatite C veut dire qu'à un moment donné, le programme d'hépatite C va se terminer. Donc en fait, c'est d'ouvrir et d'élargir à toutes les hépatites, hépatite B, hépatite C, hépatite delta, pour justement maintenir un programme d'éducation et accompagner. On sait qu'il y a beaucoup de porteurs hépatite B et donc une population à accompagner également avec un programme un peu plus élargi, puisque voilà, le programme d'hépatite C va forcément se terminer un jour. Voilà, qui aura 15 ans l'année prochaine. C'est vrai. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole à Juliette Pont. Oui, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Je suis désolée de ne pas être avec vous ce soir. Donc, je vais essayer quand même de faire ma présentation à distance. Voilà. Donc, je veux bien que vous passiez les slides. Merci. Ouais. Est-ce que Juliette, vous voyez ce que je suis en train de passer? Très, très bien. Oui, très bien. Vous me donnez votre signal et je passe. D'accord. Bon, c'est bon sur la première. Donc, déjà, je vais me présenter. Donc, moi, je m'appelle Juliette Pont et je suis vice-présidente de SOS Hépatite Bourgogne-Franche-Comté. Et j'ai d'autres casquettes aussi, puisque je suis salariée par la fédération pour rédiger une newsletter sur la NASH, enfin la MASH maintenant, puisqu'on l'appelle la MASH, et également un deuxième mi-temps aussi pour rédiger une autre newsletter qui s'appelle Vice Versa. Donc peut-être parmi vous, certains sont déjà abonnés. Donc cette newsletter avait pour vocation de parler addictologie aux hépatologues et parler hépatologie aux addictologues. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a appelé Vice Versa. Voilà, donc SOS hépatite et maladie du foie, oui, on n'a pas de délégué dans votre région ni d'association régionale. Donc sinon, bien sûr, on aura envoyé quelqu'un de chez vous, mais il n'y a personne dans cette région. Donc SOS hépatite et maladie du foie, c'est une fédération qui regroupe plusieurs associations régionales. Et justement, quand il n'y a pas d'association régionale, on a des délégués sur tout le territoire et également en Guadeloupe. Donc cet asso est né en 1996 et au départ, c'est vrai que c'était surtout pour l'hépatite C parce que les gens se retrouvent avec des hépatites C, les traitements interférons étaient difficiles et tout. Donc à l'époque, c'est notre président actuel, le docteur Pascal Mélin, qui est également médecin à l'hôpital de Saint-Dizier, qui s'occupe aussi de l'équipe de TP de son hôpital et qui aussi fait des consultations au XAPA de Saint-Dizier. Donc, cette association, elle est née à son initiative. Donc, elle a fêté ses 25 ans l'année dernière. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'hépatite C, c'est plus un problème comme avant, puisque les traitements, comme vous disiez tout à l'heure, l'équipe de TP, le problème, c'est de les trouver, de les dépister, les gens, mais les traitements, c'est plus du tout un problème, puisqu'ils sont courts et ils marchent bien et il y a peu d'effets secondaires, donc c'est vraiment plus le problème. Donc nous-mêmes aussi, nos missions ont évolué sur les maladies du foie en général. Donc on continue évidemment avec les virus, avec l'hépatite B, la delta, la C toujours, mais aussi l'alcool, puisque toutes ces maladies, c'est quand même des maladies qui concernent le foie. Et puis maintenant, de plus en plus avec la MASH, donc cette maladie qu'on appelle aussi en France maladie du foie gras. Donc on a évolué, d'ailleurs on a changé notre nom. Maintenant, on n'est plus SOS hépatite, mais on est SOS hépatite et maladie du foie. Voilà, je veux bien la diapo suivante. Alors, moi, je vais vous parler de ce qu'on fait en Bourgogne. Donc, en Bourgogne, on a imaginé une action qui s'appelle le road trip. En fait, l'idée est venue, on formait des personnes au TROD, donc notamment des gens de XAPA, CARUD, on faisait des formations TROD, donc ça nous a permis de créer un réseau
au sein de notre région, donc la Bourgogne-Franche-Comté, qui est quand même qui va assez loin, qui va de Lyon, la Nièvre jusqu'au territoire de Belfort, Besançon, Dijon, etc. Donc ça nous a permis de constituer un beau petit réseau avec ces formations TROD. Et puis on s'est dit, comme on avait la chance d'avoir un fibroscan, on s'est dit on pourrait essayer de proposer aux structures addicto qu'on a formées si ils seraient d'accord qu'on vienne leur proposer une aide au dépistage. Donc, la première fois qu'on a fait ça, on ne savait pas trop si ça allait marcher, si les gens allaient répondre. Donc, on a envoyé des mails à toutes les structures XAPAC à Rude. On leur a dit du 1er au 15, on fait une tournée générale et on passe chez vous si vous le souhaitez. Et on propose à votre file active à la fois des dépistages par TROD et également un fibroscan. Donc, on a eu des réponses, on a été les premiers surpris, le planning il s'est rempli hyper rapidement. Donc on a essayé de faire un circuit cohérent pour pas aller un jour au fin fond de la Bourgogne et le lendemain à l'autre bout de la Franche-Comté pour repartir le lendemain. Donc on a réussi à faire un circuit à peu près cohérent. Et ah oui, on a aussi ajouté, parce qu'à l'époque, on n'avait pas encore, on l'a aujourd'hui, mais on s'est dit, nous, l'idée, c'était aussi de dépister les personnes dans la même journée. C'est-à-dire de faire un TROD, et quand le TROD était positif, faire un fibroscan, bien sûr, pour voir si la fibrose n'était pas trop importante, et puis aussi faire un gène expert. Alors, je ne sais pas si tout le monde sait ce qu'est un gène expert. En fait, c'est le même principe que le TROD, donc on prend un petit peu de sang au bout du doigt, mais là, on le met dans une petite cartouche, on le met dans un appareil, et en 1 heure, on peut dire s'il y a une présence de virus ou pas. Donc là, il y a une charge virale et tout, c'est plus les anticorps, là, c'est vraiment la présence du virus. Donc, quand le TROD est positif, le gène expert donne une charge virale et que le fibroscan est OK, le médecin peut prescrire. Donc, c'est pour ça que notre équipe, sur les premiers road trips, on est parti, on est une équipe de militants. Donc, la plupart, on est des malades guéris de notre hépatite C. Moi-même, j'ai fait 6 traitements contre l'hépatite C. Donc, ce que le docteur Meurice a annoncé tout à l'heure, ça m'a fait rire parce que je les ai à peu près tous faits, sauf les antiprotéases, mais sinon, je les ai tous eus et j'ai guéri avec les derniers, là, avec les AAD. Ça fait 10 ans maintenant que je suis guérie, quoi. Donc, on est des militants. On a une infirmière qui nous accompagne aussi, qui vient sur son temps bénévole, qui était l'infirmière ETP, justement, du CHU de Dijon, Véronique. Et parfois, on a le médecin, donc avec nous. Alors, on avait Pascal qui venait avec nous au début et il n'est pas toujours disponible. Mais souvent, dans les structures, il y a quand même un médecin. Et puis, même quand il n'y a pas de médecin, ce qu'on fait, c'est qu'on contacte le médecin du département et on lui dit ce qu'on va faire et on lui dit, voilà, si jamais on trouve quelqu'un de positif, est-ce que vous seriez d'accord de dépister, de prescrire? Et à chaque fois, ils nous disent, mais oui, bien sûr, c'est super ce que vous faites. On s'engage à voir la personne dans 1 semaine si vous trouvez une personne positive. Donc, on a réussi quand même à monter un bon petit réseau dans notre région et ça marche bien. Donc, notre matériel, bon, c'est les TROD, VHC, VIH et VHB depuis, je ne sais plus, 1 an et demi, je crois qu'on a la disponibilité. Et le fibroscan, et maintenant, on a un gène expert aussi. Voilà, je veux bien la diapo suivante. Donc, vous voyez, depuis, je n'ai pas mis les dernières diapos là, parce que je n'ai pas de diapo plus récente, mais on a refait 2 road trips depuis. Donc, les premiers road trips, en général, sur 15 jours, on voit une centaine de personnes. Vous voyez, 108, 112, c'est à peu près la moyenne, quoi. C'est une dizaine de patients par jour. Alors, parfois, c'est moins, parfois, c'est plus. Ça dépend des structures. Il y a certaines structures qui se mobilisent bien et puis vraiment on voit qu'ils ont fait un travail en amont, ils nous font venir plein de gens, puis il y en a d'autres moins et du coup on est un peu déçus parce qu'on vient et on voit 3 personnes, quoi. Donc c'est vrai que les premiers road trips sur 108 personnes, on a trouvé 12 hépatites C, donc validées au gène expert. Sur le deuxième, pareil, 10, donc pareil, validé au gène expert. Les 2 suivants, ça a beaucoup baissé, mais c'était période Covid, donc c'était très différent. On voyait que les gens, ils venaient sur rendez-vous. On voyait surtout des gens qui avaient une consommation d'alcool. Enfin, ce n'était pas tout à fait le même public que d'habitude. Et puis, après, là, donc depuis la fin des confinements, du Covid et tout ça, on voit que ça remonte pas mal. Donc, on en a eu 8 en 2022. Et puis, sur le dernier, pareil, on était assez surpris parce que on a eu, je ne sais pas si vous voyez les mêmes choses, vous, mais en général, quand on fait les TROD, on a un questionnaire préalable et il y a une question, on demande aux gens s'ils ont pris des risques, s'ils ont partagé du matériel, que ce soit des seringues, que ce soit des pailles, que ce soit des cups, etc. Et la plupart du temps, ils nous disent, oh ben non, jamais, on a les carruses, on a du matériel, il n'y a pas de problème. Et on trouve que depuis un moment, on voit de plus en plus de gens qui disent, ah oui, ça m'est arrivé, ah oui, j'ai pris des risques.
Alors, au début, on s'est dit c'est peut-être parce que les CARUD étaient un peu fermés pendant les confinements, donc ils ont peut-être moins trouvé les disponibilités. Mais maintenant, on voit que ça continue. Donc, on se disait un petit peu avec l'équipe, on se dit, il faut peut-être qu'on arrête de dire aux gens que l'hépatite C, c'est rien, que ça se traite comme rien et tout. Il ne faut pas leur dire que c'est difficile, mais quelque part, on a tendance à peut-être à un peu trop banaliser la chose, quoi. Enfin, je ne sais pas, hein, c'est une sensation que j'ai. Je ne sais pas si vous avez le même sentiment. J'ai l'impression que les gens ont plus peur d'avoir l'hépatite C, quoi. Donc, il faut peut-être qu'on modère un petit peu notre vocabulaire quand on rencontre les gens. Je veux bien la diapo suivante. Alors, donc au départ, c'est vrai que les road trips, c'était surtout les XAPA et les CARUD, mais on a un petit peu changé notre fusil d'épaule parce que c'est vrai que les XAPA CARUD font relativement bien leur travail, et donc souvent, on s'aperçoit que les gens sont déjà dépistés, donc on en trouve moins aussi. Donc, à la demande de l'ARS, on va maintenant dans les CHRS. Donc, les CHRS, c'est vrai que ce n'est pas la même population. On va plus trouver justement des fibroses un peu importantes au fibroscan. Donc, ça, évidemment, c'est des gens qu'on oriente sur l'hôpital local. Et puis, on va aussi dans les microstructures. Je ne sais pas si vous avez ça dans votre région, donc des microstructures. Et plus récemment, on a même été à la prison de Varennes-le-Grand, donc c'était notre toute première en prison. On était contents je vous entendais tout à l'heure parler de la prison. Le médecin de la prison de Varennes nous a dit quand même qu'il ne dépiste pas systématiquement tout le monde à l'entrée en prison. En fait, il leur propose quand ils vont à l'unité sanitaire. Mais il n'y a pas une proposition systématique. Donc, ils nous ont accueillis gentiment et ils nous ont demandé qu'on revienne, donc je pense qu'on y retournera. Alors, c'est vrai qu'on trouve moins d'hépatite C, mais depuis la disposition des TROD de VHB, on trouve pas mal de personnes avec l'antigène HBS positif, donc notamment pas mal dans les populations migrantes. Donc ça, c'est pareil, c'est des gens qu'on réoriente sur l'hôpital parce qu'il faut faire des examens supplémentaires. Et nous, on a juste le TROD pour l'hépatite B. Et puis, on trouve aussi des fibroses importantes avec le fibroscan dans les CHRS, donc ce que je vous disais, souvent dû à une consommation d'alcool. Et on a la chance aussi d'avoir les fibroscans nouvelle génération qui mesurent la stéatose. Donc, on s'aperçoit aussi qu'il y a pas mal de stéatose. Alors, parfois avec de la fibrose, parfois sans, sur des personnes qui sont de plus en plus en surpoids ou obèses. On en voit de plus en plus. Donc, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est vrai que l'hépatite C guérie, c'est une chose, ou pas d'hépatite C du tout. Mais c'est vrai que les autres maladies du foie dues au surpoids ou à l'alcool, il ne faut pas non plus négliger ça, quoi. On s'aperçoit que ça sera sûrement le plus gros de notre travail dans les années à venir, quoi. Je veux bien la diapo suivante. Merci. Alors, donc, devant cette épidémie croissante de surpoids et d'obésité, et comme je vous le disais avec le changement de nom de notre association, donc on essaye de mener des actions de prévention contre la NASH. Excusez-moi, je dis toujours la NASH, je ne me suis pas encore habituée au nouveau nom. Donc, depuis 2023, on a eu l'idée de créer un défi juin sans sucre ajouté, un peu sur le principe du Dry January pour l'alcool. Donc, la première année, c'est vrai qu'on a fait ça un petit peu juste avant le mois de juin. On a décidé de le faire au mois de juin parce que déjà, en juin, il y a le NASH Day. Donc, on s'est dit que c'était un bon mois pour le faire. Deuxièmement, on s'est dit, le mois de juin, c'est bien aussi parce que c'est avant l'été. Et c'est souvent la période où les gens ont envie de perdre un peu de poids, avant d'aller sur les plages, montrer leur summer body. Donc, on a fait ça la première année. On était un petit nombre, hein. On a eu 400, 450 inscrits, quelque chose comme ça. Mais par contre, on demandait aux gens de répondre à un questionnaire en début de défi et à la fin du défi. Donc, ça nous permettait d'évaluer les difficultés qu'ils avaient rencontrées. On avait aussi créé un groupe Facebook. On a fait des soirées Facebook avec des spécialistes. On a fait venir une diététicienne. On a fait venir plein de gens qui ont pu parler 2 ou 3 fois dans le mois et inciter les gens à continuer le défi. Donc, ça a très bien marché et on a proposé une publication au JFOD, donc qui a été retenue en communication orale. Donc, ça a été un beau succès, cette communication orale. De là, on a été soutenu ensuite par l'ANGH, donc c'est l'Association nationale des gastro-hépatologues des hôpitaux généraux. La FPRH, c'est la Fédération des pôles et réseaux hépatites, et aussi la Fédération Addiction. Donc, on a refait cette année en 2024 et là, on a vraiment multiplié les chiffres par 10. Donc, beaucoup de gens se sont inscrits. On a créé un site spécial
J'ai eu un sans sucre ajouté avec des outils à utiliser, des flyers, des affiches pour tous les gens qui voulaient nous suivre. D'ailleurs, on a des hôpitaux qui nous ont suivis. On a l'hôpital de Tourcoing. Ils ont complètement fédéré avec le truc. Ils ont suivi, ils ont incité les gens à s'inscrire au défi. Enfin, c'était vraiment bien. On était contents. Après, on a aussi, dans la foulée de la NMASH, on a publié un guide anti-NASH. Donc là, on est en train de préparer l'édition 2. L'idée, c'est un peu les questions et réponses que les gens peuvent se poser sur la maladie du foie gras. Et puis, troisièmement, la MASH Letter, donc, que je rédige avec notre président Pascal Mélin, qui est envoyé chaque mois à tous nos abonnés. Voilà, je veux bien la diapo suivante. Alors, pour conclure, je fais appel à vous, les médecins. Donc, l'année dernière, au GIFOD, il y a l'ANGH qui a présenté une enquête qu'ils ont faite par rapport à la vaccination des personnes cirrhotiques. Donc, ils l'ont appelée Vaxir. L'idée, c'était de savoir si les médecins vaccinaient correctement leurs patients cirrhotiques, parce qu'on sait que les patients avec des cirrhoses sont plus fragiles que les autres et sont plus susceptibles d'être hospitalisés en cas de Covid, en cas de grippe, en cas d'hépatite B, etc. Donc, ils ont rendu les résultats à l'occasion des GIFOD cette année. Et nous, on a décidé de faire l'enquête, ce n'est pas l'enquête inverse, mais l'enquête côté malade. Donc, celle-ci, elle s'appelle Vaxifoie. Donc, l'idée, c'est de demander aux patients voilà, de connaître leur ressenti, leur niveau de connaissance, leur information, savoir aussi s'ils sont vaccinés correctement. Et du coup, voilà, je vous demande si vous voulez participer. Vous pouvez trouver tout sur le site de SOS Hépatite. Vous pouvez aussi scanner ce QR code qui vous indiquera le questionnaire à remplir, à donner à vos patients. Donc, puisque là, c'est les patients qui remplissent. Et éventuellement, même si les patients ont des difficultés à remplir ce questionnaire, ils peuvent appeler notre numéro vert à l'association et Véronique, la personne qui s'occupe du numéro vert, les aidera à remplir le questionnaire correctement. Voilà, je crois qu'il y a encore une diapo, je ne sais plus. Oui. Alors, donc voilà, pour finir, je voulais vous dire, si vous souhaitez participer en 2025 à notre défi Juin sans sucre ajouté, connaître les détails de l'enquête Vaxifoie, vous abonner à nos 2 newsletters, donc Vice Versa et la MASH Letter. Toutes les infos, vous les trouverez sur le site de la fédération, soshépatite.org. Et puis une petite dernière aussi, notre forum national a lieu cette année à Limoges, les 28 et 29 novembre. Donc, on sera heureux de vous y accueillir, mais il sera aussi visible à distance. Donc, si vous vous inscrivez, vous pouvez aussi demander un lien pour le suivre à distance. Voilà, merci beaucoup. Merci Juliette. Je vais laisser, du coup, on vous a posé pas mal de questions. D'accord. C'est à vous. Est-ce que, enfin non, je parlais aux participants. Juste, est-ce que vous avez des questions sur la première partie, sur l'hépatite C? Est-ce que vous parlez à moi? Je parle au public. Ah, pardon. Et notamment, s'il y a des questions pour Madame Pont. Non? Aucune question? Bon, ben, on va continuer alors. Si, moi j'en ai une. Comment ça se fait qu'il n'y a personne qui se manifeste sur Bourg-en-Bresse et qui est représentant de l'association SOS Hépatite? Bah, écoutez, je ne sais pas. Et c'est vrai que nous, on s'aperçoit même en Bourgogne qu'on a du mal à générer des nouveaux militants parce que je pense que l'hépatite C avant, c'était une maladie qui durait longtemps. Donc les gens, c'est vrai, on voit bien, nous, aujourd'hui à l'association, c'est ce qu'on appelle entre nous les gueules cassées. On a fait plein de traitements hépatite C, on est là depuis tellement longtemps qu'on reste encore là. Mais aujourd'hui, c'est vrai que les gens, quand on leur trouve une hépatite C, voilà, dans 3 mois après, ils sont guéris ou 2 mois. Donc, je veux dire, c'est vrai qu'on a du mal à leur dire, bah, ce serait bien si vous restiez avec nous, que vous nous aidiez dans l'association. Je pense que c'est un petit peu la raison. C'est pour ça aussi qu'on essaye de fédérer des gens du côté NASH, quoi. Parce que c'est vrai que là, par contre, on en trouve, quoi, des mères de famille en surpoids ou qui font attention à leurs enfants, qui sont un peu obèses, etc. Je pense que les nouveaux militants, ce sera ça, mais c'est vrai qu'on a du mal à trouver. Et bon, on serait heureux d'avoir des délégués dans votre région, mais comment les trouver? C'est ça, c'est difficile. Comment vous êtes intéressée à l'association parce que vous êtes ancienne patiente, c'est ça qui vous a fait. Oui, c'est ça. C'est quand j'ai eu mon hépatite C, bah, à l'époque, j'ai trouvé les renseignements à droite à gauche, et puis c'est comme ça que j'ai eu connaissance de cette association. Et je suis restée avec eux, mais en fait, je les suivais de loin en loin. Hein. Je travaillais pas avec eux, j'allais de temps en temps à leur forum, mais sans plus. Et en fait, c'est vraiment depuis que je suis guérie que je m'investis à fond avec eux, quoi.
Ok. Bon, mais donc c'est aux patients, c'est aux médecins de recruter les patients pour les Ouais. associations. Mais c'est vrai que c'est difficile. On se rend compte que c'est difficile. Les gens ils n'ont plus envie de s'investir sur l'hépatite C, quoi, je pense. Parce que c'est plus une maladie chronique maintenant, donc je pense que c'est aussi la raison. Donc je pense qu'il faut qu'on les attire autrement. Il faut qu'on les attire avec la nage, il faut qu'on les attire avec l'alcool, il faut qu'on les attire. Voilà. L'hépatite B. Ouais, mais l'hépatite B, c'est pareil. C'est une population beaucoup de migrantes. Donc parfois, ils ne maîtrisent pas trop bien la langue. Donc c'est difficile aussi de trouver des. Ça serait bien, on aimerait bien trouver des militants côté hépatite B, mais c'est pareil, les gens qu'on rencontre, ils ne sont pas trop motivés. Ils ont d'autres priorités, si vous voulez. On s'aperçoit. Bon, on va croiser les doigts. Oui, mais si j'en trouve sur votre région, ce serait avec plaisir qu'on ait un délégué chez vous, ce serait bien. Parce qu'on vient pas loin de chez vous quand même, hein. Quand, avec la Bourgogne-Franche-Comté, on vient à Mâcon, on vient à, je sais pas, ça doit être Mâcon, la ville la plus proche de Oui. Bourg-en-Bresse, qui est en Bourgogne-Franche-Comté. Donc on va au XAPA de Mâcon, on y a été déjà 2, 3 fois, on va à Châlons, on va à Pontarlier, je sais pas si c'est loin de chez vous. Mais puis on va pas mal dans le Jura, Lons-le-Saunier, et puis à Orgelet aussi, où le docteur d'Orgelet, le docteur Bernard Cole, il coordonne les microstructures de Bourgogne-Franche-Comté. Donc c'est pour ça qu'on a imaginé aussi avec lui faire des road trips totalement orientés sur les microstructures. Mais c'est vrai que voilà, on manque de bras, ça c'est sûr. On n'est pas nombreux, hein, on est 4 bénévoles à être tout le temps sur les road trips, et c'est tout, c'est toujours les mêmes, quoi.